Salut YouTube! Déjà figurez-vous que je me suis rendu compte que la dernière fois que j'ai fait une FAQ, c'était en 2015, il y a 9 ans. Donc je pense qu'en 9 ans, il s'est passé des trucs. Bon, déjà, vous devez vous dire d'où sort cette meuf, pourquoi je suis abonnée à cette chaîne, qu'est-ce qu'elle fait dans mon feed YouTube, pardon d'avance. Pour ceux qui débarquent, je m'appelle Léa Camilleri. Je ne sais pas du tout par quel bout prendre cette FAQ, donc ce qu'on va faire, c'est que vous voyez la fille qui a fait du breakdance au JO, qui faisait un peu le kangourou, tout ça. Bah voilà, c'est moi, mais en FAQ, d'accord? Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram et vous avez gentiment répondu. Vous avez posé des questions extrêmement intéressantes. J'espère que je vais répondre à plein de trucs. Qui je suis? Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces années où vous ne m'avez pas vue? Et pourquoi? Comment vas-tu et pourquoi avoir disparu? On ne t'a pas oublié. Waouh! Je me suis fait un café parce qu'il faut absolument que j'ai un truc dans les mains. Il faut que je fasse quelque chose. Si je fais pas de la pâte à modeler, je bois un café. Je sais pas, on fera peut-être les deux. J'ai jamais l'impression d'avoir abandonné mon métier ou d'arrêter de faire ce que je fais. J'ai toujours continué à créer du contenu. J'ai toujours continué à créer des vidéos. Si je remets les choses vraiment dans leur contexte depuis 2012, moi je suis née sur YouTube. C'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est vrai parce que j'ai toujours fait de la vidéo depuis que je suis ado. Je faisais des courts-métrages avec mes frères. Mon père montait nos vidéos, on participait à des concours. Quand YouTube a débarqué, pour moi, c'était juste un nouveau monde qui m'a explosé au visage et je me rendais compte qu'il y avait des gens qui faisaient la même chose que moi, qui faisaient aussi des sketchs et qui écrivaient aussi des petits scénarios, des trucs un peu marrants. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire qu'une plateforme est ouverte pour qu'on puisse mettre ça en ligne. Avant, on n'avait personne avec qui les partager et vous êtes arrivés, vous avez débarqué dans nos vies. Et on a débarqué dans les vôtres. Déjà un changement de vie à 360. Et quand j'ai décidé d'arrêter mon métier, j'étais graphiste d'une une entreprise en Espagne. Quand je suis rentrée en France, je me suis dit ok, je rentre en France, c'est un peu une nouvelle vie, je vais faire des vidéos. Et je savais même pas à l'époque que ça pouvait devenir un métier. Donc du coup, je pense que comme on n'avait pas cette notion d'argent, de gagner de l'argent avec nos contenus, etc., et ben on se sentait tellement libre qu'on faisait des choses sans même savoir ce que ça allait donner. Et vous êtes arrivés par centaines de milliers. Au fil des années, elle a pris 500 000 abonnés presque. Et j'arrive toujours pas à intégrer ce chiffre tellement il me paraît énorme. Mais ce chiffre, il est sur 12 ans. Et c'est important qu'on ait peut-être cet échange aujourd'hui parce que je pense qu'on a perdu notre connexion, vous et moi. On avait la fibre, on avait tout et là on est un peu en 56K et je vous avoue que c'est complètement ma faute. Et je pense que vous allez comprendre mon cheminement de pensée à travers les questions que j'ai choisies. C'est pour ça que je vous dis, en fait j'ai jamais arrêté de créer du contenu et j'ai jamais disparu et de savoir ce qui s'est passé dans ma vie ces dernières années, ça va peut-être vous intéresser, vous aider à me comprendre. J'ai beaucoup de mal à me livrer, je suis quelqu'un d'assez pudique sur ma vie privée et même dès qu'il m'arrive quelque chose de négatif, c'est pas quelque chose que je vais vous partager. J'ai toujours prôné le positif et d'essayer de vous raconter les choses avec le plus de pédagogie, de positivité, etc. Mais peut-être qu'à un certain moment, ça devient un peu toxique parce que c'est pas la réalité. On peut édulcorer la réalité, mais on peut aussi dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est ce dont j'ai envie maintenant. J'en ai un peu marre de me cacher derrière ce masque de tout va bien et je suis une fille super souriante et super positive. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça chez moi, mais il y a des nuances dans tout ça. Là, actuellement, on est dans mon nouvel appartement que j'ai pris il y a un peu plus d'1 an et c'est mon sanctuaire. Je me suis jamais sentie aussi bien dans un appartement. Pendant 6 mois, j'ai laissé mes cartons en pensant qu'on allait me reprendre cet appartement, je ne sais pas pourquoi. Et là, je sens que ça y est, j'ai vraiment investi les lieux. Je suis pas propriétaire, je suis locataire. J'ai eu besoin de trouver un endroit assez rapidement, vous allez comprendre pourquoi. Et je vis pas toute seule puisque je vis avec Joe et Colette. Joe, tu veux venir dire bonjour? Pas du tout. Alors pour ceux qui ont vu la toute première FAQ, Joe était tout bébé. Et là, il a 9 ans. Voilà, ça vous donne un indice, hein, ça va pas en rajeunissant tout ça. Et il est toujours aussi beau, toujours aussi gentil. Est-ce que tu te sens heureuse? Je te trouve rayonnante en ce moment. Bon, déjà, merci pour ce message qui est beaucoup trop gentil. Je sais pas si je suis rayonnante en ce moment, mais alors tant mieux si c'est ce qui transparaît via les réseaux sociaux. Je suis très heureuse et ça me fait très bizarre de le dire. Je pense que ça m'a pris des années et des années avant de m'avouer que je pouvais être heureuse. Mais je suis dans une phase de transition un petit peu spéciale
où j'aspire à faire plein de choses dans ma vie professionnelle. Je rêve de beaucoup de choses aussi dans ma vie professionnelle et j'aspire aussi à plein de choses dans ma vie personnelle et je rêve de beaucoup de choses dans ma vie personnelle. Et je suis à un moment un peu charnière de ma vie où je sens que j'ai beaucoup travaillé sur moi-même pour que ça puisse arriver. Donc c'est trop cool qu'on ait ce moment ensemble, vous et moi là maintenant, parce que j'ai vraiment l'impression d'être à un tournant qui est très positif au final parce que je sais pas exactement ce que je vais en faire. Je sais juste, je suis prête à me lancer un peu dans le monde. Pendant quelques années, là ces dernières années, j'étais très bloquée et aujourd'hui j'ai moins peur. J'ai débloqué ça, j'ai fait aussi beaucoup de thérapie. Je pense que c'était le moment aussi de me confier et de parler de mes doutes et de mes incertitudes à quelqu'un dont c'est le métier. Et ça a débloqué plein de choses et ça m'a permis aussi, grâce à ça, de devenir plus vulnérable. Plus vulnérable avec mes amis, plus vulnérable avec ma famille, parce que c'est quelque chose que je me suis interdite pendant des années et des années. Et je pense que ça me limitait dans mes relations avec les gens, ça me limitait dans mes amitiés déjà, dans mes relations amoureuses et avec vous aussi. Le fait de jamais être vulnérable avec vous, ça peut pas laisser transparaître une réalité. C'est impossible. Vous me partagez vos vulnérabilités et je suis capable de les entendre parfois et on peut même en discuter, donc c'était pas logique que ça aille pas dans les deux sens. Donc j'ai l'impression que la vulnérabilité c'est vraiment la pièce centrale de ces dernières années et c'est ça aujourd'hui qui me permet d'être heureuse. C'est que du coup je suis beaucoup plus alignée avec la personne que je suis. Je viens de finir ta vidéo sur ton opération, tu es superbe, merci pour ton témoignage. C'est excessivement gentil d'avoir regardé cette vidéo déjà parce qu'elle est longue. Alors pour remettre du contexte pour ceux qui me connaissent peut-être pas, j'ai eu une maladie auto-immune il y a 2 ans. Je pense que c'est une maladie auto-immune que j'ai traînée pendant des années. Elle s'appelle la maladie de Basedow, donc c'est une maladie qui touche la thyroïde. En gros, mes défenses immunitaires qui attaquaient ma thyroïde. Et pendant des années, j'avais déjà un vrai sentiment de dépression. La dépression est un symptôme de la maladie. J'avais aussi plein de petits symptômes qui j'aurais jamais cru qu'ils étaient linkés entre eux. J'avais par exemple des tremblements des mains et des jambes, j'avais la vue qui était en train de baisser, donc je devais changer de lunettes. Puis j'avais le cerveau vraiment embué. Tout mon corps était pas du tout aligné avec mon cerveau. J'étais dans une hyperactivité physique et mentale, donc ça m'empêchait de dormir. Ça me rendait irritable. Pour moi, il y avait un sentiment de culpabilité hyper fort. J'avais juste l'impression que j'étais du coup dépressive et que j'avais pas les outils comme tout le monde pour pouvoir gérer et faire face à cette situation que j'étais en train de vivre. Et pourtant, j'étais en thérapie et j'avais des médicaments, des antidépresseurs et des anxiolytiques. Et malgré ça, ça ne réglait pas le problème. Du coup, je trouvais ça super injuste et j'étais très désemparée parce que d'un côté, justement, je vous faisais des contenus ultra positifs sur les animaux, sur l'environnement. Il y a eu aussi le documentaire d'Oxford Tchernobyl et en même temps que je vivais toutes ces choses merveilleuses, intérieurement, je me sentais vraiment mal. J'étais tout le temps fatiguée et un jour, me voyant trembler, quelqu'un m'a dit « Il faut que tu fasses une prise de sang, je pense que ce serait pas mal ». Et en faisant cette simple prise de sang, on m'a découvert un dérèglement de la thyroïde. Je suis allée chez un endocrinologue, qui est donc le médecin des hormones, et de suite le diagnostic est tombé. Donc en vrai, j'aurais pu avoir ce diagnostic des années avant si je l'avais fait. C'est juste que j'avais pas fait le lien entre tous ces symptômes. On a essayé un traitement qui devait durer 1 an et demi, donc un traitement qui s'appelle le néomercazole, qui devait réguler ma thyroïde et qui devait la guérir. Sauf que j'ai fait un truc qui n'arrive jamais. J'ai fait une mauvaise réaction à ce médicament et au bout d'une semaine, mon endocrinologue m'appelle en disant oh stop, on arrête tout et en urgence, vous allez vous faire enlever la thyroïde. C'est un peu ce que je voulais éviter, mais d'une certaine façon, voyant que ça marchait pas, franchement, j'ai pris cette nouvelle comme une délivrance totale et je me suis dit ok, j'ai encore une solution qui s'offre à moi, donc pourquoi ne pas la prendre? En fait, ce qui aurait été pire que tout, c'est de ne pas avoir de solution. Et tout s'est enchaîné très très vite entre cette prise de sang et cette opération. Du coup, je me suis fait opérer en août 2021 et ça a été le début d'une nouvelle vie. Tout simplement, je peux pas le dire avec d'autres mots tellement c'est évident que c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est dur parce que ça m'a obligée à réapprendre tellement de choses. Quand on croit qu'on est comme on est
pendant des années avec des failles et des fêlures et qu'on pense qu'on a un caractère bien particulier et des émotions et une façon de gérer les émotions, alors que moi tout était lié à ma maladie. Et j'ai dû réapprendre à savoir qui j'étais, quel était mon caractère, comment j'étais capable de gérer les émotions, qui j'étais en fait, parce que je ne me voyais que par le prisme de la maladie. Et même mettre le mot maladie à côté de mon prénom, j'y arrivais pas. Pour moi, c'était impossible parce que pour moi, une maladie, c'est tellement plus que ça. J'avais l'impression que j'avais pas le droit de coller ce mot-là à ce qui m'arrivait. Et je pense qu'avec le temps, j'ai appris à le faire. Et maintenant, je peux le dire, oui, j'ai été malade. J'ai été malade et j'ai eu quelque chose qui était pas léger. J'arrive même pas à dire que c'était lourd. Mais j'ai eu le choix. Je sais que c'est pas le choix que tout le monde aurait fait. Il y a des gens qui n'ont pas envie de se faire enlever la thyroïde. Pour moi, ça a été salvateur. Même le lendemain, dès le lendemain, j'avais une autre tête, en fait. Vraiment, tout mon corps, en fait, s'était délesté d'un poids qui était trop lourd. Je le dis dans la vidéo de la thyroïde où je raconte un peu mon parcours et le diagnostic. J'ai posé un sac à dos qui était trop lourd pour moi dans le bloc opératoire. Je suis ressortie sans et je pouvais commencer une nouvelle vie avec un nouveau sac à dos trop stylé, beaucoup moins lourd, et je suis extrêmement reconnaissante pour ça. C'est une expérience qui m'a transformée et encore aujourd'hui, j'apprends plein de choses sur moi. C'est pas facile et je reçois souvent des messages autour de soit de la maladie ou soit de la thyroïde en général. Je sais que ça touche beaucoup de gens. C'est quelque chose d'assez commun, mais c'est assez méconnu. Peut-être qu'on n'en parle pas assez. Aujourd'hui, ce qui est difficile pour moi, et c'est là où je l'ai jamais vraiment trop dit, c'est que pour substituer cette thyroïde que je n'ai plus, la thyroïde, ça régit toutes les hormones qu'on a dans le corps. Ça régit le métabolisme, ça régit tout en fait, donc on en a besoin pour vivre. Donc pour substituer à cet organe, il faut un médicament. Ce médicament, il s'appelle le lévothyrox. C'est un médicament qui est compliqué. Ce qui est très difficile aujourd'hui, c'est d'avoir le bon dosage, parce que il faut avoir un dosage extrêmement précis de ce médicament par rapport à notre poids, par rapport à notre rythme de vie aussi. Et ce dosage, je suis pas sûre de l'avoir atteint encore. C'est-à-dire que là où devrait être la normalité, le dosage parfait, où on se sent parfaitement bien, aligné avec ses humeurs, ses émotions, avec son corps, etc., la fatigue, le sommeil. Moi, j'ai l'impression que j'ai pas encore atteint ça. Donc c'est vraiment mon goal absolu d'arriver à ça. Mais j'ai l'impression que quand même, j'arrive à atteindre une zone assez confortable pour moi où je peux dormir, je peux aller faire du sport, je peux me faire confiance à mon corps à nouveau, parce qu'avant j'avais le cœur qui battait tellement vite, je pouvais faire aucun effort physique. J'ai re-regardé des anciennes vidéos de moi où je suis essoufflée tout le temps et je savais même pas encore que j'étais malade, alors que c'était pas du tout normal d'être aussi essoufflée en faisant vraiment aucun effort, juste en marchant et en parlant. Donc aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante juste de pouvoir faire des choses avec mon corps, On s'en rend pas compte quand le moment où les choses commencent à se détériorer, c'est là qu'on se dit purée, j'ai pas pris assez soin de ce que j'avais, j'ai pas pris conscience que c'était incroyable. Donc je pense que ça m'a remis un peu aussi, ça m'a remis un petit peu d'humilité et de gratitude par rapport à mon corps. Et j'ai reçu aussi énormément de questions par rapport à mon poids. Je vais pas les afficher parce que j'en ai reçu beaucoup et c'est souvent des DM et je suis pas très à l'aise avec cette question, mais je pense qu'il faut que j'y réponde, c'est important. J'ai perdu beaucoup de poids avec ma maladie. J'ai pris énormément de poids après mon opération. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai perdu 12 kilos pendant que j'étais malade. Ensuite, j'en ai repris pendant mon traitement. Et après l'opération, j'ai pris 22 kilos. Et c'est difficile parce que je sais que vous m'écrivez aussi. Certains m'écrivent en disant « j'ai peur de me faire opérer de la thyroïde parce que j'ai peur de grossir ». Ça prend du poids. À ce moment-là, c'était difficile, c'est difficile de voir son corps changer, mais ça n'avait pas d'importance parce que j'allais bien et qu'il fallait que j'accepte que ok, j'ai ces kilos en trop là parce que mon dosage de médicaments était pas réglé, donc mon métabolisme était trop lent, donc je prenais du poids. Même en faisant du sport, etc., j'avais aucun contrôle sur mon corps, peu importe ce que je mangeais, je grossissais. Il a fallu du temps pour que mon corps se remette à flot. Je suis très rapidement allée voir une diététicienne qui m'a très vite dit « vous êtes en stage d'obésité 1 ». J'ai commencé à avoir du prédiabète,
Donc je pensais pas que c'était possible. Je pensais être en surpoids, mais je pensais pas être dans cette branche-là. Et du coup, forcément, le moment où on te donne cette étiquette, il est difficile. Mais je me suis dit, c'est pas ce qui me définit. Moi, ce qui me définit, c'est comment je me sens et comment ma santé va. C'était ça le plus important. Donc du coup, j'avais mis un plan en place avec la diététicienne de sport et d'alimentation et de choses qui ne sont pas contre-indiquées avec mon médicament aussi. Et comme je mange pas de viande aussi, bon bref, ça a été tout un parcours hyper intéressant autour de la nutrition que je peux pas vraiment vous partager parce que vraiment c'est propre à mon expérience à moi. Et ça m'a permis de perdre du poids, de me stabiliser, et aujourd'hui, là où mon médicament est le plus confortable pour moi, là, presque assez stable, j'ai perdu beaucoup de poids ces derniers mois parce que mon corps fonctionne normalement. Mon métabolisme recommence à fonctionner, je peux faire du sport correctement, sans être essoufflée et sans cracher mes poumons. Je commence à retrouver un peu les manettes de mon corps. Au moment où je lui faisais absolument pas confiance. Et se dire qu'on fait pas confiance à son propre corps, c'est pas cool. Et ça nous amène au fait, quand on prend 22 kilos, on a moins envie de se montrer sur les réseaux sociaux. Mais je me sentais complètement à côté de mes pompes. Je savais même plus à quoi je ressemblais. Et c'était pas juste un truc physique, c'était... Je recevais aussi des messages qui me disaient « t'as grossi ». Donc du coup, je savais même plus comment me présenter devant la caméra. Je savais plus comment créer du contenu. Et on perd un peu pied aussi de se dire vu que je suis pas bien dans mes baskets et vu que les gens ont remarqué que j'avais grossi, j'ai pas trop envie de m'afficher, de me remettre devant la caméra parce que j'ai peur que ce soit le premier truc qu'on me lance au visage. Alors que je suis tellement plus que mon physique ou que mon poids. Mais c'est difficile, Parfois, je recevais des messages avec marqué t'as glow down. Malheureusement, parfois j'étais d'accord avec eux. Mais ridicule. Maintenant, je suis absolument pas d'accord. Et plutôt que de tronquer mon image ou de la transformer, etc., j'ai arrêté de me montrer. Je rentrais plus dans mes vêtements, donc j'avais arrêté aussi à une période de m'habiller. Enfin, je mettais toujours les mêmes vêtements parce que c'était des vêtements dans lesquels je me sentais confortable. Et je pense qu'il y a plein de gens qui vont relate à ça, c'est que c'est un moment où on est dans un tunnel et c'est un peu noir et on sait pas comment s'en sortir. Donc ça m'a pris du temps à réapprivoiser mon corps. Je voulais être transparente par rapport à ça aussi. J'ai passé des moments difficiles avec ce petit body. Si je peux vous donner un seul conseil, si vous avez un doute sur votre santé mentale ou physique, faites-vous prescrire une prise de sang. On a la chance de vivre dans un pays où on a accès aux soins médicaux et c'est ce que je me suis dit tout le long de mon parcours médical. Donc faites le moindre doute, faites-vous accompagner. Tu n'es plus avec Hugo. Si vous me suivez depuis longtemps, vous avez dû voir passer ce moment où dans ma vie il s'est passé quelque chose de spécial puisque j'ai rencontré quelqu'un. Attention, j'enlève mes chaussures. Ce quelqu'un, il s'appelle Hugo. On a partagé notre vie ensemble pendant 4 ans. Et Hugo, c'est un peu la première personne que j'ai un peu montrée au monde. Parce que je pense qu'il y avait beaucoup d'insouciance aussi à ce moment-là. Je vivais un moment intense et une histoire d'amour. Et je pense que les choses se sont faites un peu toutes seules. Et ce qui nous a mis un peu le pied à l'étrier, c'est le fait que on s'entend très bien et qu'on commence à travailler ensemble. Donc très rapidement, dès les premières semaines, je pense, de notre rencontre, on a eu envie de se mettre à côté pour travailler et commencer à faire des choses ensemble et de se motiver mutuellement dans nos projets respectifs. Hugo, il était réal, moi je faisais déjà des vidéos sur YouTube. On savait pas mutuellement ce que l'autre faisait avant de se rencontrer. Et ensuite, par la force des choses, on a eu envie de travailler ensemble. On est partis ensemble sur plusieurs destinations. On a même fait un documentaire ensemble qui s'appelle Dogs of Chernobyl, qui est un peu le point culminant de notre relation aussi parce que je pense qu'on s'épanouissait par le travail et notre vie personnelle est un peu passée à la trappe. Quand je suis tombée malade, il m'a beaucoup soutenue. Ça a été très difficile pour lui parce que être là quand quelqu'un est malade et qu'on le sait pas, donc quelque chose cloche mais tu peux rien faire pour l'aider, être là au moment du diagnostic, être là au moment de la convalescence, etc., c'est difficile. Et je le remercierai jamais assez d'avoir été à mes côtés, mais je pense qu'on a eu du mal à s'en remettre. Une fois que moi j'allais mieux et que j'avais envie de faire plein de choses, je pense que lui était un peu fatigué. Et je l'ai compris très rapidement. Il était évident
à ce moment-là qu'il fallait qu'on trouve une porte de sortie. Et malgré l'amour, et malgré l'affection, la tendresse et le fait que on vive ensemble, parce qu'on avait décidé de vivre ensemble, je suis venue le rejoindre dans sa maison entre 2 confinements. Moi, j'avais jamais vécu avec personne. Donc c'était vraiment beaucoup de nouvelles choses dans cette relation. Et donc la décision, elle a été assez simple et elle a été d'un commun accord, c'était de se dire il faut qu'on se laisse partir. Et on a envie de choses différentes, il faut qu'on se laisse partir. Donc c'est difficile de prendre cette décision, surtout quand t'aimes encore la personne. Mais je pense qu'on savait intimement qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Ça allait être dur, mais c'était la bonne. Mais ça impliquait du coup que je déménage. Et c'est pour ça que ça commençait à être urgent de trouver un appartement dans Paris. Et donc j'ai trouvé celui-ci. Ça a pris un peu de temps, donc il y a eu un temps de latence de quelques mois où on a cohabité un peu, où on s'est laissé un peu d'espace pour que je puisse chercher un appart tranquillement, etc. Ouais, c'était une séparation qui était difficile. Je pense que j'ai mis juste un jour une story où j'ai dit voilà, ça fait plusieurs mois qu'on est séparés, je voulais vous dire que voilà, on n'est plus ensemble, mais qu'il y a beaucoup d'amour et de respect. C'est vrai, je pense que j'ai voulu vous donner une idée globale de ce qui ressortait de cette séparation. En vrai, c'est bien plus compliqué que ça, il y a beaucoup trop d'émotions et d'enjeux dans une rupture, mais je suis hyper fière aujourd'hui de me dire, et je pense que lui aussi, on a mieux réussi notre séparation que notre relation. C'est pour vous dire, et ça me fait quelque chose de le dire, parce que j'ai l'impression qu'on a vécu une belle histoire d'amour, mais on a mieux réussi cette séparation. Et je pense qu'on est heureux. Le pire, c'était de me dire que je rendais malheureuse la personne que j'aimais. Et inversement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est ? Il s'est passé beaucoup de choses depuis notre séparation. Moi, rapidement, j'avais envie d'être très seule, très très seule. Ensuite, j'ai eu envie de me remettre un petit peu dans le bain du dating. Donc, ça m'a fait trop bizarre de me réinscrire sur des applis de rencontres après une relation de 4 ans. Tu sais plus qui t'es, tu sais plus quelle photo mettre de toi, tu sais même plus ce que t'aimes. Franchement, c'était trop bizarre. Du coup, mon profil, il avait aucun sens. J'arrivais pas à être très naturelle parce que j'avais vécu dans une bulle pendant 4 ans. J'ai un petit peu eu envie de rencontrer des nouvelles personnes. J'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis restée pendant 1 an. C'est une relation qui n'avait rien à voir avec la relation précédente. Justement, j'avais besoin peut-être de l'inverse, de l'exact opposé. Il se trouve que c'était une jolie histoire, mais c'était pas mon histoire, que j'ai préféré arrêter. Et entre-temps, Hugo, lui, a rencontré quelqu'un. Quand j'ai rencontré quelqu'un, moi, j'ai assez rapidement... je me suis dit, il faut que j'envoie un message à Hugo avec un petit texto en mode, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, je sais pas ce que ça va devenir, mais il faut que tu l'apprennes... il vaut mieux que tu l'apprennes par moi que via les réseaux sociaux. Et moi, j'ai appris via les réseaux sociaux qu'il avait rencontré quelqu'un. On sait que ça peut arriver quand t'es séparé depuis quelques mois, c'est normal. Mais il se trouve que c'était du coup sa nouvelle colocataire dans la maison dans laquelle on avait vécu. Donc ça faisait beaucoup d'informations. Et il se trouve que c'est aussi quelqu'un qui a 10 ans de moins. Donc ça faisait pas mal d'informations à digérer et je pense que j'ai passé un moment à essayer de me positionner par rapport à toutes ces informations. Je me disais waouh, c'est vraiment un backflip, un backflip de relation. Si vous pensiez qu'on était en freestyle au début de cette vidéo, laissez-moi vous dire que là on y est aussi. Mais ils sont très très amoureux et c'est une vraie histoire d'amour et je suis très heureuse de le voir heureux, mais je travaille aussi sur moi-même pour détruire mon ego. Vraiment, je n'ai pas du tout envie que mon ego rentre en ligne de compte quand il se passe ce genre de choses. Et même dans la vie en général, j'essaie de lui nier sa mère à mon ego parce que vraiment, ça ne sert à rien. C'est tellement dur de trouver l'amour, c'est tellement dur de trouver quelqu'un avec qui on connecte fort et avec qui on vit des moments forts et où on vit une relation saine et bienveillante. Il mérite ça. Et il y a un moment donné dans ma tête, je me suis dit, mais c'est cool aussi de se réjouir pour l'autre. Et j'ai découvert un mot un mot que j'adore, qui est la compersion. La compersion, c'est, peut-être je vais mal le dire, mais c'est ton habilité à être heureux pour quelqu'un d'autre. C'est une émotion que j'essaye de cultiver au quotidien. Voilà, d'avoir de la compersion, de l'empathie, d'être heureux pour les gens, de me réjouir sincèrement, parce que ça n'affecte pas
qui je suis, ce que je suis et ce que j'ai envie d'être. Aujourd'hui, on s'écrit de temps en temps avec Hugo, on se demande des nouvelles et on est heureux l'un pour l'autre. Et c'est quelqu'un qui a toujours prôné la bienveillance et qui sera toujours content pour moi, peu importe ce qui se passe. Et j'adore ça chez lui. Voilà. À quand un home tour ? Un home tour d'ici, bientôt si vous voulez, si vous êtes intéressé par la déco. Moi je suis une fan de déco, je pense que je l'ai pas assez dit, mais je pense que c'est un truc que j'ose pas dire, genre je suis fan de chiner des choses déjà, mais je suis fan de déco un peu des années 70 et d'un mix moderne et vintage. Je suis fan d'affiches de films, et j'aimerais trop vous montrer l'endroit dans lequel je vis parce que je m'y sens vraiment bien, avec grand plaisir pour un room tour. Mais maintenant on a aussi des bureaux avec 2 personnes beaucoup trop mignonnes qui sont là, et je peux aussi vous faire un office tour. C'est 2 salles, 2 ambiances, ça n'a pas du tout la même déco, mais je serais très heureuse de vous montrer les 2 endroits où je passe le plus clair de mon temps, si ça vous intéresse. Un bon conseil ou un mantra ? J'aime bien cette question parce que j'ai qu'une seule réponse à chaque fois. Elle est peut-être un peu cheesy, elle est peut-être un peu nulle, mais dans ma vie, il y a une personne que j'adore qui s'appelle Tati Zouzou. Pour ceux qui me connaissent, vous verrez peut-être qui c'est. C'est ma tante, c'est la sœur de mon père. Et un jour, il y a très longtemps, elle m'a dit « Donne-toi les conseils que tu donnerais à ta meilleure amie ». Ça paraît bête comme ça paraît très cheesy, mais en vrai, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner et me donner. Traitez-vous comme si vous étiez votre meilleure amie. Parce que vraiment, les conseils qu'on donne aux autres sont pas du tout les conseils qu'on s'applique. Donc voilà, donnez-vous les conseils que vous donneriez à votre meilleure amie. Bye Tati Zouzou. Alors ça, c'est une question qui est revenue plusieurs fois. J'ai essayé de prendre celle qui nécessite apparemment le plus de réponses. Celle-ci est « Comment t'es venue cette passion pour les tortues ?» J'adore cette question parce que je reviens à peine d'un voyage au Panama où j'ai rejoint une association justement qui protège les tortues. Donc c'est une branche de Sea Turtle Conservancy qui est la plus grosse association de protection des tortues marines dans le monde. Ce voyage il m'a beaucoup touchée parce que ça faisait très longtemps que je vous avais pas parlé des tortues marines. C'est mon animal préféré depuis que je suis enfant. Vous avez suivi, si vous me suivez depuis longtemps, dans un voyage au Mexique qui était mon premier voyage. J'ai commencé à voyager à 25 ans. Mais c'est vrai que moi j'ai l'impression que c'était tard par rapport aux gens que j'avais autour de moi et même à Internet en général. Et j'ai rencontré pour la première fois une tortue marine au Mexique qui s'appelle Patrick. Il y a quelqu'un qui m'a ressorti récemment. Elle s'appelle Patrick, c'est une gentille tortue. C'est une phrase que je dis dans mon vlog. Elle est trop belle. Elle s'appelle Patrick. Une gentille tortue. Je ne me rendais pas compte à quel point parfois tu peux dire quelque chose, le mettre sur internet et que les gens s'en souviennent et ça devient une petite phrase des fois qui tourne dans leur tête. Je trouve ça incroyable. Déjà d'être amoureuse des tortues, mais en plus d'en voir en vrai et de voir tous les problèmes aussi autour de leur écosystème. Le tourisme de masse, le changement climatique, le changement de température des océans, l'acidification des océans. En fait, je me suis rendu compte que, au-delà de l'animal que j'aime, ça cristallisait une prise de conscience autour de l'environnement. La tortue marine, pour moi, elle a été vraiment la porte d'entrée vers un problème qui était beaucoup plus gros, qui était ok, je voyage, je vois des trucs, mais j'ai pas l'impression de participer comme je devrais à ce que je suis en train de faire. En passant cette petite porte, j'ai commencé un cheminement autour de l'environnement avec vous, parce que toutes les vidéos qui ont suivi ensuite autour du voyage, je commençais à prendre conscience aussi de la protection animale. Donc il y avait vraiment un cheminement de pensée où j'ai l'impression que j'ai pas trop caché mes inquiétudes et mes doutes, mais le problème c'est que j'ai encore une fois édulcoré ça et j'ai essayé de vous transmettre quelque chose de très positif. Donc je suis allée dans des refuges en Afrique du Sud pour travailler avec des animaux et du coup vous voyez que la partie peut-être hyper positive, alors qu'en fait au-delà de ça il y avait quand même un vrai problème de braconnage et j'avais pas les armes et les outils pour vous parler parfois de sujets qui étaient plus gros que moi en fait. J'avais envie mais je savais pas comment. Pareil, je suis partie sur une expédition scientifique pendant 1 mois avec des scientifiques qui étudient le corail sur un bateau dont je rêvais depuis des années qui s'appelle Tara. Encore une fois, je vous ai fait des vidéos hyper feel good, genre je suis partie sur un bateau pendant 1 mois, voici ce que font les scientifiques, etc. Alors que
Si vraiment je suis honnête avec moi-même, je me suis bien rendu compte sur place que tout le monde était très inquiet du réchauffement climatique, du changement de la température des océans. J'ai vu des coraux blanchir à cause du réchauffement climatique. Les preuves, elles étaient là, elles étaient sous mes yeux, mais j'arrivais pas à vous les transmettre correctement parce que j'arrivais pas à trouver les mots. Donc j'essayais de mettre des petits trucs par-ci par-là, via les tortues ou via le corail ou via la protection animale pour vous parler de réchauffement climatique. Et c'était un peu mon excuse pour essayer moi de traiter le sujet. Donc la tortue marine aujourd'hui, c'est quelque chose avec lequel j'avais envie de me reconnecter parce que déjà j'avais l'impression que j'en avais beaucoup parlé et j'avais l'impression aussi que ça vous intéressait pas. C'est un peu mon truc à moi, mais des fois j'ai l'impression que je me dis peut-être que je suis trop excessive et quand un sujet me passionne, j'ai tendance à être très obsessionnelle et à vouloir beaucoup me renseigner et à vouloir le transmettre et à vouloir en parler. Et il y a un moment donné où je me suis dit mais peut-être tu les saoules en fait. Tu les saoules avec tes tortues. La plupart des gens, on est en France et on n'a pas beaucoup de tortues en France. Pourtant j'ai essayé de faire des reportages pour vous montrer qu'on avait des cliniques de tortues en France. On en a à La Rochelle, on en a aussi en Méditerranée au Ros du Roi. On a fait un reportage avec Brut sur la clinique des tortues. Mais pour moi c'est vraiment le témoin direct du réchauffement climatique et de la pollution plastique dans les océans. Et j'avais envie de me reconnecter à ça pour vous reparler de tous ces sujets-là. Et la tortue, elle a une vie tellement difficile. Je pense que la tortue, elle cristallise tellement la résilience pour moi. Si elles y arrivent et elles sont là depuis des millions d'années et qu'elles ont vu les dinosaures, ok, je peux arriver à surmonter mes épreuves. Et surtout, je les trouve extrêmement mignonnes et ça me fend le cœur parce qu'elles sont en voie d'extinction pour la plupart. Certaines espèces sont même en voie critique d'extinction et forcément, j'ai juste envie d'aider du mieux que je peux. Quelle nouvelle des chiens de Tchernobyl? Encore bravo pour ce film. Je ne peux que vous remercier vraiment d'avoir déjà regardé le documentaire. Dogs of Chernobyl, c'est un documentaire qui a été posté sur ma chaîne juste avant le Covid, qui n'était pas prévu. Il se trouve que je suis partie avec Hugo pour faire un reportage photo à la base sur une association qui s'occupe des chiens à Tchernobyl, autour de la centrale. Et il se trouve que l'histoire nous a tellement plu qu'on s'est dit ok, on va filmer et on verra bien ce qu'on arrive à faire de nos images. Et ben ces images se sont transformées en documentaire de 40 minutes. C'est aussi ça que j'adore dans Dogs of Chernobyl, c'est que c'est un documentaire qui n'est absolument pas parfait. Il a des failles sur beaucoup d'aspects, mais il a cette espèce de naïveté et d'insouciance de raconter une histoire qui paraît anodine parce qu'on raconte l'histoire de chiens qui ont été abandonnés en 86. Sauf que le plus gros sujet, c'était de parler de l'humain et de comment on se reconstruit après une catastrophe. Et je suis très fière d'avoir juste au moins mené ce projet jusqu'au bout et de l'avoir fait avec Hugo, de l'avoir fait avec son petit frère Léo. On a été vachement supportés par nos familles respectives et donc j'ai l'impression que c'était devenu un projet un peu commun. Et ensuite il y a eu des projections et ça c'était, je pense, la meilleure partie pour moi d'organiser les projections, de vous voir et de vous rencontrer. Moi qui suis un peu timide, de vous voir en vrai, c'était tellement fort. Et de vous voir via ce support-là aussi, c'était très 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 fort pour moi. J'étais très impressionnée. Donc merci d'avoir regardé ce documentaire. C'est très compliqué de vous donner des nouvelles pour plein de raisons. C'est que j'en ai pas beaucoup. Et la raison, elle est aussi la plus grosse et simple, c'est la guerre en Ukraine, qui a pas du tout aidé, l'association à ce qu'elle puisse faire son travail correctement. On a essayé d'en donner pendant le confinement, donc on faisait des lives avec le fondateur de l'association aussi, voilà, donner des news, mais aujourd'hui je n'en ai plus beaucoup. J'avais lancé une collecte pendant la guerre en Ukraine, collecter de la nourriture et des soins pour les animaux. Donc c'était pas que pour les chiens de Tchernobyl, c'était vraiment pour tous les chiens et chats en Ukraine. Et on a eu tellement de partenaires qui nous ont donné de la nourriture, des soins. Vous avez été nombreux à vous déplacer avec vos petits sacs de croquettes, vous êtes allés les emmener dans mes anciens bureaux pour qu'on puisse donner ça à l'association. Bon bref. Donc voilà, aujourd'hui pas beaucoup de nouvelles, mais vous pouvez suivre l'association sur les réseaux sociaux et vous aurez des updates. Je vous mets le lien en barre d'infos. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas dit ça. Si vraiment il y a des grosses big updates, je les ferai sur Instagram sans problème. Tu n'es plus du tout copine avec Natou. C'est une question qui forcément est revenue plusieurs fois. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis prête à y répondre. C'est vrai que j'ai jamais répondu. Je vais peut-être décevoir dans mes réponses parce que je suis pas quelqu'un de drama queen ou qui aime le drama. Je pense juste que c'est une amitié qui s'est juste arrêtée. Et c'est peut-être, elle se reconnaissait plus vraiment en moi et il fallait
que ça s'arrête. En fait, ce qui est difficile, c'est que on avait fait pas mal de vidéos ensemble et quand j'étais avec Natou, j'avais l'impression d'avoir 12 ans et demi et j'adorais ça chez elle. Et je lui dois aussi beaucoup. Je lui dois aussi beaucoup de vous qui êtes arrivés sur ma chaîne. J'avais aimé peut-être notre duo. Néanmoins, je prends beaucoup de plaisir à regarder son contenu. Je trouve que l'évolution qu'elle a eue, parce que encore une fois, je remets les choses dans leur contexte, on fait ce métier-là depuis 13 ans. Et même elle a un peu plus longtemps. Moi, quand j'habitais encore à Portet-sur-Garonne, à côté de Toulouse, et que je me suis lancée sur YouTube, je regardais déjà ses vidéos YouTube. Et j'étais très impressionnée. Donc quand on a commencé à se rencontrer et à tourner ensemble, c'est comme si je passais de l'autre côté du miroir. C'était fou, quoi. Et j'étais très impressionnée et très impressionnée par son parcours aussi. Très impressionnée par sa personnalité. Aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir à voir ce qu'elle est devenue, à voir le contenu qu'elle produit. On s'est échangé quelques messages ces dernières années, pas beaucoup, je vais pas vous mentir, mais je ne ressens aucun sentiment négatif. Je pense qu'aussi, le temps a fait son travail, j'ai jamais été en colère. C'est juste difficile quand une amitié s'arrête, ça fait appel à qui on est vraiment, genre, est-ce qu'on est une mauvaise personne? Pourquoi on n'a pas réussi à garder cette amitié-là? Et les gens nous jugent souvent sur, ah, si t'as pas tes amis depuis genre la maternelle, c'est que t'arrives pas trop à garder tes amis. Non, je pense juste qu'il faut être avec les gens avec qui on se sent bien, et si elle se sentait plus bien, il fallait pas rester. Il y avait trop peu de filles sur internet, et il y en a toujours trop peu qui sont représentées, surtout chez les très gros youtubeurs. Go girl. J'ai deux questions qui se suivent et qui se ressemblent et qui vont ensemble. Ça te manque pas YouTube? YouTube me manque tellement. Encore une fois, je vais le redire, je suis née sur YouTube. Je dois ce que j'ai à la plateforme YouTube parce qu'elle m'a permis de m'exprimer d'une façon que je n'aurais jamais cru possible. J'aurais jamais cru qu'en postant des petites vidéos, des petites fictions, des petits trucs que j'avais écrits, en demandant à ma famille de jouer dans mes vidéos, de faire des sketchs avec moi, j'aurais la vie que j'ai aujourd'hui. Si j'avais dit à la Léa qui a 14 ans, tu vois les petits sketchs que t'écris et les petits trucs que tu filmes avec tes copines au collège, ça va devenir ton métier, elle m'aurait pas cru. Surtout, elle aurait eu peur parce que moi, mes parents, ils m'ont toujours dit, faut trouver un métier solide. Voilà, faut être stable, faut gagner de l'argent. Donc quand j'ai décidé de vraiment faire que YouTube, on ne savait pas à cette époque-là qu'on pouvait gagner de l'argent avec ça. Donc c'était un pari sur le futur qui était tellement risqué et je pense que si ça devait arriver aujourd'hui, je le ferais pas. Très honnêtement. J'avais encore cette insouciance où je me suis dit, ok, tout est possible. Je pensais même pas à l'argent. Je me disais juste, j'ai tellement envie de faire ce que j'aime et YouTube m'a tellement permis d'être qui je suis et de faire ce que j'aime que je peux pas être plus reconnaissante que ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dois cette vidéo. Parce que YouTube, c'est un truc incroyable qui est arrivé dans ma vie et dans la vie de beaucoup d'autres créateurs. Ça a changé notre vie pour toujours. Je pense qu'au fil du temps, il y a un peu une relation d'amour et de désamour, mais parce qu'on est aussi tributaire de l'algorithme et des statistiques, et que moi, j'avais pas envie de jouer avec ces règles-là. Et c'est peut-être ce qui m'a desservi, c'est que j'avais envie de faire du contenu qui me plaisait moi et qui était pas toujours ce que vous, peut-être, aviez envie de voir. Quand on commence à faire du divertissement et que les gens nous suivent pour ça, mais qu'ensuite on a envie de parler des tortues marines et de l'environnement, les gens, au bout d'un moment, ils se disent, non, mais moi, je me suis pas abonnée pour ça, donc je reste pas, en fait. Ou alors, j'ai pas envie de regarder, ou je me désabonne, peu importe. Donc, dans mon cas très précis, j'ai une relation avec YouTube qui est très en dents de scie, parce que j'ai l'impression que plus mon contenu s'affinait vers qui j'étais vraiment, moins il y avait de gens pour regarder mes vidéos. Plus j'avais envie de transmettre quelque chose qui était important pour moi, moins il y avait de gens pour le voir. Et du coup, je me suis dit, ah merde. Sauf que j'ai appris avec le temps que tu peux pas tout faire. Et que les gens, s'ils comprennent pas quel est ton contenu, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux transmettre, au bout d'un moment, ils se désintéressent complètement parce que ça n'a aucun sens. Ma chaîne, au bout d'un moment, elle avait aucun sens. Mais ça ressemblait quand même assez bien à ce que j'avais dans ma tête. Et ma tête est un immense pot pourri de trucs qui n'ont aucun sens. Je pense qu'il y a un rapport avec les statistiques qui est difficile. Moi, avec le temps, j'ai vachement réussi à m'en détacher. Mais c'est très important pour nous, les statistiques. La façon dont vous interagissez avec notre contenu, il a forcément un impact sur le prochain contenu. Ça va forcément impacter d'une certaine façon. Ça va orienter même peut-être le contenu d'après. Je vais remettre ça dans le contexte. Si je dis n'importe quoi, je fais un contenu sur le réchauffement climatique et que je vois que vraiment ça n'intéresse personne, c'est vrai que ça va
peut-être me refroidir d'en faire un autre juste après. Alors que pourtant c'est un contenu qui est important et qui fait partie de ce que j'ai envie de dire. Dr Chernobyl n'est pas le contenu qui a le plus performé sur ma chaîne. J'en ai rien à faire. Pour moi c'est tellement juste important qu'il soit gratuit et accessible et qu'il existe, genre juste tout simplement, que ça n'a pas d'importance. Mais par contre c'est vrai que nos contenus sont étroitement liés à des potentielles collaborations qu'on peut faire avec des marques et donc ces statistiques-là, les marques elles les regardent pour savoir si elles ont envie de collaborer avec nous ou non. Mais voilà, la raison c'est aussi, pour moi j'ai arrêté de poster sur YouTube parce que j'avais l'impression tout simplement que vous n'étiez plus là, que vous aviez plus envie de regarder mon contenu. C'est la mauvaise façon de voir les choses, je pense, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de retourner tout ça. C'est que peu importe qui regardera ce contenu il faut qu'il existe. Peu importe si cette vidéo elle fait 3 vues ou 100 ou si c'est que ma mère qui regarde cette vidéo, mais il faut créer, parce que moi j'aime créer des trucs. Et ça rejoint l'autre question. De quelle manière ta vision de YouTube a-t-elle évolué durant toutes ces années? Et ben comme ça, elle a évolué au fait que je pense que j'ai atteint très très vite un nombre d'abonnés fou, un demi-million d'abonnés. Et puis ensuite, j'ai arrêté de faire ce pourquoi les gens s'étaient abonnés à moi, c'est-à-dire du divertissement. Et donc forcément, j'étais sur la pente descendante. À côté de ça, il y a eu d'autres réseaux sociaux qui sont arrivés. Moi, c'est vrai que je me servais beaucoup moins d'Instagram à l'époque. Vraiment, mon réseau social, c'était YouTube et Facebook. Quand j'ai vu que les vues commençaient un peu à décliner sur YouTube, j'ai eu envie aussi de faire de la photo sur Instagram, parce qu'à l'époque, c'était beaucoup plus de la photo. Donc du coup, j'alternais un peu entre l'envie de faire de la vidéo et l'envie de faire de la photo. Et donc, à un moment donné, je me suis beaucoup plus sentie à l'aise de faire de la photo. Et ensuite, comme je vous le disais précédemment, et ça raccroche les wagons, quand ton image de toi change radicalement, t'oses plus te mettre en scène. J'osais même plus faire des vidéos YouTube parce que j'avais peur qu'on commente mon physique. Vidéo YouTube, t'es toi. T'es juste toi et ta personnalité. Mais j'adore YouTube. Je consomme des vidéos YouTube de créateurs que j'adore. J'ai tendance à regarder des formats longs sur YouTube, comme cette vidéo qui va être si longue. Il y a des types de contenus qui sont apparus qui n'étaient pas du tout des contenus qui existaient en 2012 ou en 2013 quand on a commencé. Aujourd'hui, il y a tout type de contenu, de l'histoire, de la science, éducatif, du pédagogique. C'est l'éclat. J'avais envie de revenir avec des choses à vous dire et des choses à vous partager. Et aujourd'hui, c'est le cas. YouTube, je t'aime. Il faut qu'on se reséduise un peu. Est-ce qu'il y aura une saison 3 de En fait ? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, j'ai eu la chance de jouer dans une série pendant plusieurs années sur YouTube, mais qui ensuite a été achetée par la télé, qui s'appelle En fait. C'est une série où c'est l'histoire d'un couple et c'est un peu un espèce de chouchou et loulou, un gars et une fille un peu à la sauce Bref. Donc c'est un mix de plein de trucs et de plein de références de ciné. C'est complètement dingue comme format. C'est Vincent Scalera qui a monté ça et pour des raisons que j'ignore, il m'a choisi moi pour incarner sa moitié à l'écran. Je le remercierai jamais assez, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis allée vraiment tête baissée, yeux fermés dans cette expérience. C'était génial. On a énormément tourné, on a tourné des trucs tellement différents. On a même vécu en Belgique plusieurs mois pour tourner la saison 2 qui passait en télé, donc c'était une nouvelle production, etc. C'était incroyable, c'était crevant parce que moi j'ai jamais voulu être comédienne de ma vie et je me suis retrouvée à être comédienne et c'était l'éclate totale parce que à côté de ça j'avais toujours mon job de youtubeuse et je faisais toujours mes trucs à moi, mais on a fait des millions de vues. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tellement de gens qui ont aimé ce couple et je réalise toujours pas. Encore aujourd'hui dans la rue, on me reconnaît pour cette série. Ça, génial. Et les gens me disent des compliments et je dis toujours, je transmets à Vincent parce que j'ai l'impression que je lui dois tout. Donc est-ce qu'il y aura une saison 3 de En fait? Je crois qu'il faut demander à Vincent. Salut les amis. Pour la question, est-ce qu'il y aura une saison 3 d'En fait? J'ai dit, je vais leur répondre. Vous savez quoi? J'en sais rien. J'en sais rien, je sais pas. Je rêverais de faire une saison 3 d'En fait. Je vais même vous dire mieux. Après la saison 2, j'ai commencé à écrire le film En fait. Il a failli se faire avec Netflix avant le Covid. Il y a le Covid qui est passé. Le projet s'est pas fait du coup. Le projet a été annulé. En tout cas, encore une fois, merci de nous avoir donné de la force au début d'En fait. Merci d'avoir soutenu le projet sur les 2 saisons. Et qui sait, comme je vous dis, on sait jamais. Si on revient, vous serez les premiers au courant. Hello, officiellement et précisément, c'est quoi ton métier? Est-ce que je vais réussir à répondre à cette question? On va reboucler avec le fait que quand j'ai commencé, je ne savais même pas que ça pouvait être un métier. Aujourd'hui, ce métier, on lui donne plein d'étiquettes. Créateur de contenu, youtubeur, instagrammeur, tiktoker, selon la plateforme qu'on utilise. Moi, je suis ok avec n'importe quelle étiquette. J'ai l'impression de créer des choses. J'ai l'impression néanmoins que ça se dirige plutôt vers créateur de vidéos. Vidéaste, c'est pas mal, puisque du coup...
Ça, oui, ça regroupe un peu tout. Mais j'ai aucun problème avec aucun des termes, même influenceur. J'ai juste l'impression que le mot influenceur est un peu galvaudé et qu'on croit qu'on habite à Dubaï quand on est influenceur et on essaye de leur vendre de la fast fashion et des produits Temu. Ce qui n'est pas le cas, il y a des influenceurs qui essayent de faire bien leur travail. On a tout à y gagner à ce que ce métier soit complètement bien encadré comme n'importe quel autre métier. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler pour des marques et à faire passer leur message et à trouver des moyens ingénieux et créatifs de parler parfois d'une marque ou d'un projet ou peu importe. Ça m'a beaucoup challengée, mais je me suis un peu cachée derrière ça aussi pour pas créer mon propre contenu. J'ai adoré imaginer des campagnes entières pour des marques. J'adore tout le process, j'adore mettre ma créativité au service des autres, mais je sais aussi que j'ai fait ça pour ne pas mettre ma créativité à mon propre service. Donc n'oubliez pas régulièrement de me rappeler que c'est cool de mettre ma créativité à mon service parce que j'ai plein d'idées tout le temps. C'est pas toujours des bonnes idées, mais j'ai toujours tendance à croire que du coup il faut que je le donne à quelqu'un d'autre. Donc voilà, mon métier, c'est de créer des choses. Si je suis payée pour ça, c'est vraiment fou parce que ça veut dire que ma créativité ou ma patte ou ma façon de parler ou ma personnalité plaît à des marques ou à des campagnes ou à des projets et je trouve ça zinzin. Néanmoins, c'est ça qui me permet aussi de financer mes contenus à moi qui n'ont pas de marque derrière. Donc c'est un écosystème qui est un peu fragile pour moi encore aujourd'hui. Je vous proposerai jamais une campagne à laquelle j'ai participé s'il n'y a pas un truc créatif derrière. J'essaierai toujours de vous raconter quelque chose et de vous raconter une histoire ou une fiction, peu importe s'il y a une marque avec ou pas. Aussi, je me suis entourée. J'ai arrêté de travailler seule. Pendant des années, j'ai cru que je pouvais tout faire toute seule et de gérer mes contrats seule et de gérer la production, la technique, etc. Aujourd'hui, j'ai une agente qui s'appelle Florie et qui est au-delà de mon agent parce que c'est devenu mon amie. Et notre passion commune du storytelling et de raconter des histoires fait quelque chose d'extrêmement intéressant et que je chéris beaucoup. C'est que quand on travaille, quand on réfléchit à des idées, etc., c'est un processus créatif qui est incroyable. J'ai réappris à aimer à écrire grâce à Florie et elle me soulage de toute la partie un peu négociation de contrat qui ne m'a jamais intéressée. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est que se vendre soi-même c'est super difficile. Je sais que j'ai des lacunes par rapport à ça, c'est pas mon métier. Donc j'ai décidé de laisser ça à quelqu'un d'autre qui le fait extrêmement bien et qui a confiance en mon, j'allais dire mon talent, mais je pense pas forcément avoir de talent, en tout cas ce en quoi je suis capable de faire. Et du coup, elle m'a tellement bien accompagnée que je me suis dépassée sur plein de choses et j'ai réussi à concrétiser tellement de choses. Donc mon moi de maintenant, il est aussi en grande partie grâce aux gens avec qui je travaille. Mais c'est très important de s'entourer. Florie, si tu passes par là, je sais que tu passes par là. Merci de m'avoir redonné envie d'écrire et de partager. Et dites-vous qu'à chaque fois que j'ai peur de vous dire un truc, c'est toujours à elle que je le dis. Donc s'il y a du contenu, ce sera toujours un peu grâce à elle. Quand tu te retournes et que tu vois tout ce que tu as fait et parcouru, est-ce que tu es fière de toi ? Je suis fière. Je suis fière parce que ce contenu, il est finalement aligné avec qui je suis. Alors c'est peut-être pas la route conventionnelle, c'est peut-être pas la route qui fait le plus de vues, le plus d'argent. C'est juste la route que j'ai choisie pour moi au moment où je pouvais. J'ai eu la chance de pouvoir faire comme je voulais aussi. C'est un luxe extrême de pouvoir traiter les sujets qu'on a envie de traiter. Mais je tends à vraiment aligner qui je suis dans la vie de tous les jours et ma personnalité et mon contenu. Que ce soit même du divertissement, de la fiction ou peu importe où ce type de contenu, ce sera moi. En tout cas, le maximum possible. Mais je suis fière parce que je me suis jetée dans l'univers et j'ai créé des trucs et je me dis mais à quel moment il faut être quand même kamikaze pour faire ce genre de truc. Et je suis contente d'avoir été bête et inconsciente et de le faire. Parce qu'aujourd'hui, je vois bien aussi dans les yeux de ma famille et de mes amis qui sont fiers. Alors que parfois, j'ai l'impression de faire des contenus qui me rendent moi pas très fière, mais eux, ça a pas d'importance. Ils sont fiers que je puisse vivre de mon métier et de ma passion. Et ça, c'est un truc sur lequel il faut que je travaille. J'ai l'impression que je fais jamais assez bien. Que ce que je dis, ce sera jamais assez clair, concis, que ce sera jamais assez détaillé, que ce sera jamais assez important, alors que c'est déjà tellement cool de faire le métier qu'on fait. Donc moi je suis fière de vous, je suis fière de la communauté que j'ai. J'ai toujours trouvé nos interactions hyper intéressantes et saines, mais parce que notre relation n'est pas basée sur ma vie personnelle aussi, que sur ma vie personnelle en tout cas. On a eu des échanges, on a eu des débats sur plein de sujets différents, la politique, le réchauffement climatique, les animaux, n'importe quel sujet. Et est-ce que c'est pas ça
la base de pourquoi on partage des choses. On partage des choses pour avoir un retour. Moi, quand j'avais 14 ans, toutes les vidéos que je faisais, elles avaient aucun public. Aujourd'hui, c'est vous. Des prochains podcasts du Raccoon Club. Alors, le Raccoon Club, c'est mon bébé. C'est le podcast que j'ai lancé il y a quelques années où en fait, j'ai cru que en donnant la parole à mes proches et en leur faisant raconter une histoire qui leur est arrivée dans leur vie, donc une histoire forte ou extraordinaire, on allait apprendre à se connaître mieux, vous et moi. Or, encore une fois, c'était un subterfuge pour mettre de la distance, je ne sais pas pourquoi, entre vous et moi. Mais c'était une expérience incroyable. Mais j'ai fait 12 épisodes et il y a eu plein de sujets hyper intéressants. Si vous allez voir, il y a une expérience de mort imminente, il y a eu quelqu'un qui a traversé un cancer du sein très très jeune, quelqu'un qui s'est marié et qui a divorcé avant 30 ans. Donc on parle d'amour, on parle de santé, on parle de surnaturel, peu importe, mais c'est toujours des histoires vraies, c'est des vrais récits. Mais aujourd'hui, le format il va changer parce que je pense que le podcast c'est un de mes moyens d'expression préférée. Déjà, c'est ce que j'écoute le plus. J'écoute tout le temps des podcasts. Là, j'écoute le podcast en 6 épisodes sur Xavier Dupont de Ligonnès. C'est ma passion. Et aujourd'hui, j'ai enregistré 3 épisodes de The Raccoon Club où on m'entend parler, où j'ai une vraie discussion autour d'une table avec mes amis. Et ça peut être des sujets extrêmement larges et variés. Où je donne mon avis, mon opinion et mon expérience personnelle. En fait, je pense que j'avais envie de mettre un peu de moi aussi là-dedans, parce que j'ai plein de choses à dire. Et c'est plus facile peut-être pour moi de le dire en audio. Donc si vous avez envie d'écouter les nouveaux épisodes de The Raccoon Club, ils sont dispo sur toutes les plateformes de podcast. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier parce que les 12 premiers épisodes ont fait vraiment des centaines de milliers d'auditeurs. Je m'attendais tellement pas à ça. Moi, j'avais lancé ça en mode on est des petits scouts autour d'un feu de camp et on écoute des histoires. Je pensais pas que vous étiez autant à fond. La formule change pas tellement. On reste autour d'un feu de camp. On éteint la lumière et on discute. C'est un peu, là, la nouvelle version du Raccoon Club, c'est un peu des filles qui discutent, elles n'ont pas envie d'aller dormir, les lumières du dortoir se sont éteintes et elles parlent autour d'un petit feu de camp et on se pose des vraies questions sur l'amour, sur les relations, sur le dating, sur la créativité, sur l'amitié, sur plein de choses. Et je me sens complètement alignée et épanouie dans ce format-là. Donc j'espère que ça vous plaira autant que moi ça me plaît à faire. Cette FAQ est terminée, elle est extrêmement longue. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a permis de mieux comprendre un peu ce qui s'était passé ces dernières années. Jojo, tu veux venir dire au revoir? J'ai très très envie de vous partager encore plein de choses et que je reviens sur YouTube avec plein de nouveaux formats. C'est une promesse que je vous fais. Et merci de me suivre depuis autant d'années. Merci de me laisser choisir les sujets que j'ai envie de choisir. Et à très vite. Bye! C'est mon youtubeur préféré. High five!